Et donc de retour ici en plateau. Pour un nouveau contrat social, le courage est ainsi le moteur d'une entrée dans le monde, une façon de faire lien avec les autres. Qui a dit ça? C'est Cynthia Fleury dans La fin du courage chez Fayard. Cynthia Fleury qui est à distance avec nous et qui va intervenir aux côtés de Roger Su et dans un débat qui sera modéré par Arnaud Poissonnier. Arnaud, rebonjour quelque part. Rebonjour. Rebonjour. Alors, vous êtes toujours financier solidaire. Vous êtes toujours fondateur et président de Babylone, initiateur de Hacker un village. Juste un mot sur Hacker un village, c'est quoi? En fait, En un mot. j'ai décidé d'habiter dans un village de 1000 habitants dans lequel il y a 100 maisons vides à 1h 3/4 de Paris. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible à 1h 3/4 de Paris à l'heure du télétravail. C'était avant le confinement. J'ai décidé de lancer une grande opération de communication et de marketing pour proposer en une seule fois à 200 habitants de venir habiter chez nous. Et donc, on est en train de lancer ça. Tous les médias sont en train de s'en emparer. C'est passionnant, passionnant. C'est tout à fait passionnant et je pense qu'il faut suivre, enfin je pense, j'en suis même sûr, il faut suivre Arnaud Poissonnier sur les réseaux pour en savoir plus sur Hacker un village. Vous avez également commis un livre il y a pas très longtemps, Adopte, je le recommande, un thriller solidaire, adopte-roman.fr, vraiment procurez-le vous. Roger Su, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes parrain du Forum Changer d'air, vous êtes socio-économiste, professeur à l'Université Paris-Descartes-Sorbonne, membre du CERLIS. Le CERLIS, c'est le Centre de recherche sur les liens sociaux, président du groupe d'experts de recherche et solidarité, administrateur de la Fonda. Votre dernier livre, Le spectre totalitaire aux éditions des Liens qui libèrent, ai-je bon? En rajoutant le sous-titre. Alors le sous-titre? Repenser la citoyenneté. Repenser la citoyenneté. Parce que oui, je ne voudrais pas aller vers des solutions qui soient aussi désespérantes, même si il semble qu'il y ait bien des éléments qui y conduisent, mais enfin, le pire n'est jamais sûr. Le pire n'est jamais sûr, c'est pas mal pour démarrer un échange voilà. Avec Cynthia Fleury. Donc bonjour Cynthia, vous êtes en ligne, à distance. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes psychanalyste et philosophe, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU, Paris Psychiatrie et Neurosciences. Votre dernier livre, Sigy la mer, guérir du ressentiment, chez Gallimard. Ai-je bon? Oui. Merci bon. Cynthia. Arnaud, je vous laisse la parole, je vous laisse mener le débat. Merci. Alors quand on a réfléchi à ce format, on voulait vous faire intervenir chacun votre tour, puis en fait on a décidé de vous faire intervenir en écho. Je pense que c'est très intéressant parce que vous avez deux métiers différents. En fait, vous avez des conclusions qui sont fondamentalement proches. Et comme le pire n'est jamais su, tout va bien, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais juste pour commencer lire j'ai vos bouquins, hein, donc je les ai achetés, je les ai pas lus, mais je les ai achetés. Et Cynthia, je vous ai entendu dans une interview remarquable sur France Inter l'autre jour, c'était un grand moment de radio. Et donc en lisant vos résumés, je vois Roger Su, le résumé commence: comment des sociétés avancées, démocratiques, peuvent-elles conduire à des régimes de plus en plus autoritaires en France comme ailleurs, au point de raviver le spectre totalitaire? Point d'interrogation. Et quand je lis le résumé du dernier livre de Cynthia, je vois dans le résumé que faire, à quel niveau, que ce soit institutionnel ou non, pour que l'entité démocratique sache endiguer la pulsion ressentimiste, la seule à pouvoir menacer sa durabilité. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. En fait, vous faites, avec vos métiers respectifs, vous faites des constats assez similaires, en fait. C'est que la souffrance des individus les amène à avoir des attitudes, des réactions qui peuvent mettre, je fais de l'hyper-raccourci, mais qui peuvent mettre en danger la démocratie. Alors je voudrais vous entendre très rapidement sur déjà le constat que vous posez, l'un et l'autre, avant, mais on le fait rapidement, avant de rentrer plus en détail dans les solutions que vous proposez. Hein, donc Roger autour de la citoyenneté, etc. Et Cynthia autour de l'engagement. Voilà. Mais d'abord, quel est votre constat rapidement, l'un et l'autre? Cynthia? Alors rapidement. Oh là, j'ai l'impression que vous avez un retour difficile, alors que moi j'ai l'impression qu'ici tout est parfait. Ça va quand même? C'est très bien. C'est bien. C'est un petit peu lag, mais c'est très bien. Bon. Le constat, d'abord juste les héritages, parce que je pense que ça nous rassemble aussi avec Roger Su. Depuis Hannah Arendt, cette parenté ou cette étrangeté entre régime démocratique et régime totalitaire, c'est une question qui a construit notamment la philosophie politique
et morale, parce que la question morale est déterminante aussi dans ce passage-là. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, moi, je suis entre guillemets l'enfant aussi alors multiples, mais de l'école de Francfort, donc de tous les travaux autour de la réification, des processus de réification, et nous sommes dans une société qui a réarmé de manière forte ces processus de réification, et ces processus de réification, ils ont des conséquences politiques, bien évidemment, qu'on connaît, mais ils ont également des conséquences psychiques sur les individus. Ça produit, j'avais fait un livre qui s'appelait les irremplaçables, donc ça produit un sentiment de remplaçabilité, et ce sentiment de remplaçabilité, quand il se retourne, quand il essaye de s'extraire de sa propre stigmatisation, à ce moment-là, il peut être profondément hostile, soit pour le sujet lui-même, soit pour les autres à l'extérieur. Et en l'occurrence, le moment que nous vivons aujourd'hui, pour différentes raisons, parce que ça fait 10, 20 ans, 25 ans qu'on a un phénomène fort de réactivation des inégalités, des gaps, pas forcément vous avez une baisse en valeur absolue de la pauvreté, ça tout le monde s'entend là-dessus, mais en revanche vous avez une montée des inégalités, du fait que les destins s'atomisent, que ce soit simplement en France, mais même dans en gros les sociétés occidentales, et ce sentiment-là, il est producteur d'abord de souffrances psychiques, mais ensuite d'avoir des individus qui ne sont plus à même de déployer une forme de citoyenneté qui, elle, viendrait soutenir la démocratie. Roger ? Moi, je pense que le ressentiment, si on part de ce que vient de dire Cynthia Fleury, il s'exprime dans la rue. Enfin, je veux dire, il a pris une forme sociale. Il est plus simplement dans l'intériorisation, il est dans l'extériorisation. Et cette extériorisation, pour moi qui regarde la mutation plutôt du côté de la société, la sociologie pour le dire comme ça, c'est quand même un décalage très fort entre ce qui est plutôt de l'ordre du signal faible, c'est-à-dire des choses qui changent en profondeur et très lentement. Comme disait Nietzsche, Nietzsche disait « les révolutions arrivent sur des pattes de colombe ». C'est-à-dire, au fond, le lien social, on le croit éternel, on croit que c'est toujours le même depuis l'Antiquité. Non, il a beaucoup, beaucoup changé. Et je pense que nous abordons une nouvelle phase de mutation. Alors, évidemment, le sociologue, il pense que le lien social, c'est la matrice de tout. Mais je crois que c'est vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que le rapport que les gens entretiennent n'est pas du tout le même qu'il y a 50 ans. Alors moi, je le qualifie autour de 4 termes que je jette comme ça en vrac, hein, pour faire vite. L'individualité, personne ne va contester la question de l'individualité, sauf que pour moi, elle est relationnelle. Il y a de plus en plus d'individualité, mais de plus en plus de socialité en même temps. D'ailleurs, ça va de pair. Cette espèce d'opposition entre individualité et socialité m'a toujours paru absurde. Elle est absurde, d'ailleurs. Et l'individualité, les gens, quand les gens se sentent profondément individualistes, se sentent égaux. Je suis non pas égal parce que je suis comme toi, je suis égal parce que je ne suis pas comme toi. Et cette intériorisation du sentiment d'égalité aujourd'hui, où, moi je le dis par raccourci, où tout le monde se prend pour quelqu'un, renvoie à un sentiment d'égalité principielle beaucoup plus fort que dans les périodes passées. Or, qu'est-ce qu'on constate ? À l'inverse, du côté de ce que Marx aurait appelé les superstructures idéologiques, enfin la politique, le social ou l'économique, on s'aperçoit effectivement ce que vient de dire Cynthia Fleury, c'est-à-dire, en tout cas aux extrêmes, une très grosse progression des inégalités et, au fond, une latéralisation ou une marginalisation, c'est ça qui s'est exprimé beaucoup avec les Gilets jaunes. Ce n'est pas simplement la situation économique, c'est le sentiment, comme ça a été dit, d'être des périphériques. Alors, moi, je ne partage pas du tout la thèse de l'archipélisation, absolument pas. Je pense qu'au contraire, il y a une société qui est de plus en plus dans le lien. Je vais juste donner un exemple, et puis je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais être trop long. Je vais vous donner un exemple de l'associativité. Un exemple fort pour moi. Est-ce que vous pensez qu'une société qui ne vivrait pas dans un lien social de l'associativité, tel que je viens de le définir, aurait pu inventer Internet ?
Internet, c'est pas une technologie qui tout d'un coup tombe du ciel. C'est pas un petit génie qui s'est dit tiens, on va faire communiquer des ordinateurs entre eux. D'abord, ça, c'est les Américains et c'est les militaires qui ont pensé ça. Puis c'est resté dans les cartons pendant des dizaines d'années. Jusqu'à temps qu'il y ait un type qui dise ah ben il y a un langage possible qui fait communiquer, HTML, etc. Bon. Et ça flambe. Comment voulez-vous qu'une technologie puisse flamber aussi fort si elle ne répond pas à une attente profonde des individus? Et pour moi, la technologie Internet est d'une certaine façon une métaphore, une image technologique qui médiatise le lien. Ben c'est un média, c'est le principal média, et il médiatise le lien social. Et donc cette société, au fond, pour terminer là-dessus, cette société donc qui s'horizontalise, elle fait face pas simplement à des verticalités institutionnelles, dont la principale verticalité est politique, et combien elle est incarnée par quelqu'un qui est en plein dans ce que Duverger appelait la monarchie républicaine, quoi. C'est une pleine monarchie républicaine. C'est pas simplement ça, c'est que même ces institutions, elles sont pas seulement verticales, elles excluent, alors qu'elles étaient faites au départ pour l'inclusion, que je prenne le travail, que je prenne l'école, ou que je prenne même la question de la citoyenneté. Alors, merci. Votre conclusion à tous les deux, c'est que ça crée évidemment des réactions, des radicalités qui sont dangereuses pour la démocratie. Mais alors comment on se sort de cette espèce de cercle vicieux qu'on voit tous les jours, cette espèce d'enfoncement vers des abîmes antidémocratiques, etc. Comment on se sort de ça? Alors, Cynthia, vous défendez beaucoup l'engagement. Est-ce que c'est par l'engagement, par la société, par le care, par tout ce qu'on peut faire entre soi au service des autres? C'est quoi pour vous la solution, la compensation à ce phénomène? Alors, si on veut être très schématique, et ça sera insuffisant, en fait, vous avez une sorte de double impératif qui se met en place, moral et politique. Je dis, les deux sont dissociés, mais les deux sont nécessaires. Donc, que ce soit du côté des valeurs et puis à un moment donné de l'application de ces valeurs qui peut être multiple. Ce double impératif, c'est tout ce qui va venir effectivement avec les outils institutionnels, et je dis les institutions au sens large du terme, c'est-à-dire en gros comment nous tous, nous participons de dispositifs de rationalité publique, de délibération publique, et nous construisons à plusieurs quelque chose, et quoi. Et donc ça reste un univers absolument déterminant pour rendre capacitaires les individus. Donc c'est là où nous, voilà, c'est-à-dire c'est pas parce que nous sommes dans une société des individus que nous n'avons pas absolument pas besoin de ces structurations collectives, sauf que nos collectifs ne se forment pas de la même façon que par le passé. Ils sont moins assimilateurs, ils sont moins effaçants ça a été très bien dit par Roger Su, de nos différences, puisque c'est plus l'enjeu, etc. Donc il y a tout ce pan-là qui est le pan que nous fabriquons avec l'école, avec les médias, avec les associations, avec la société civile, avec même l'entreprise qui aujourd'hui a pris un nouveau chemin avec la raison d'être, etc. Donc, comment nous fabriquons chacun un engagement au sens large du terme, et comment nous créons des politiques publiques aussi qui viennent. Donc ça, c'est tout un immense enjeu qui a été identifié par certains comme déficitaire, ou en tout cas comme en crise. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a tout un autre enjeu qui est celui et qui est l'enjeu que je peux davantage connaître en tant que psychanalyste, qui est l'impératif du côté de l'individu, c'est-à-dire non pas aller vers l'individualisme, mais comprendre ce qu'est un processus d'individuation, comprendre comment effectivement, en dernière instance, nous sommes l'un des derniers grands remparts contre la pulsion ressentimiste, indépendamment, si vous voulez, de la défaillance des politiques publiques. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette double construction qui nous préserve d'une bascule, tout simplement, dans un désamour ou dans un désenchantement démocratique trop fort, et qui, pour ma part, n'est pas souhaitable, parce que je n'ai aucune représentation fantasmatique, si vous voulez, de l'État autoritaire.
Je ne crois pas à sa puissance de régulation et je ne crois pas non plus à sa puissance de civilisation. Donc, je suis vraiment dans un modèle très churchillien, c'est-à-dire de reconnaissance absolue des failles démocratiques et de ce qu'on appelle la condition déceptive de la démocratie, mais je la crois seule protectrice d'un long terme et notamment de la liberté des individus malgré tout. Donc voilà. Alors ensuite, on voit aujourd'hui que, d'ailleurs, que pourquoi, face à cet inédit de la crise de la Covid, nous nous maintenons bien évidemment parce que l'État a décidé de répondre, mais notamment en allant chercher la vérité de ce qu'est aussi un État de droit, c'est-à-dire un État social. Et pour vous, l'horizon de ce risque de bascule, il est où? Il est un horizon lointain ou il est là juste Non, je pense qu'il est et c'est toute la complexité. C'est là aussi. Je crois que Roger Su avait raison d'aller chercher Nietzsche pour rappeler que c'est extraordinairement compliqué. Ça arrive de manière totalement insidieuse, profonde. Malgré tout, c'est profond. Je pense que c'est pour ça que le terme de ressentiment est important parce que il y a une rumination, il y a quelque chose qui se répète, qui est récurrent, qui est annoncé. Donc, ce n'est pas soudain, ce n'est pas vrai, ce n'est pas du domaine de l'accidentel. C'est quelque chose qui renvoie à un dysfonctionnement. Et d'ailleurs, dans la crise de la Covid, ce qui produit beaucoup de désenchantement, c'est pas tellement la catastrophe au sens d'apax, d'accident, c'est précisément le fait de sentir qu'il y a de l'effondrement possible et qu'il y a de la faille systémique et que nous allons, après ce virus, tomber sur une autre zoonose et après la autre zoonose, un autre risque systémique, etc., etc. Et c'est ça qui nous oblige aujourd'hui à la fois à notre plus grand challenge, c'est-à-dire de vraiment rétropédaler sur des manières de faire société, des manières de faire démocratie, des manières de faire territoire. On parle de reterritorialisation, etc., mais qui sont nécessaires, encore une fois, qui sont nécessaires parce que tout n'est pas humain. Ce qu'on appelle une dimension humaine, en fait, nécessite une certaine normativité et pas simplement la bonne intention des uns et des autres. Ça se construit, ça demande des compétences, ça demande peut-être un certain type de territoire, ça demande un certain type de gouvernance, etc., un certain type de protocole. Et la mondialisation dérégulée a fait valdinguer littéralement toute cette normativité. Donc voilà, donc c'est ça l'enjeu. Et on voit à la fois certains qui ont envie et qui ont déjà basculé depuis longtemps dans cet enjeu, et puis d'autres qui sont encore arc-boutés sur le fait de se maintenir dans quelque chose de plus prédateur, effréné, dérégulé. Super. Roger, vous parlez un peu comme Cynthia, mais de faire revivre, de repenser la citoyenneté. C'est ça vos idées, vos solutions? Je pense effectivement, et là je suis effectivement proche de Cynthia, je pense que nous sommes sur le temps long de la mutation. Et c'est ça qui n'est pas bien vu. C'est-à-dire le temps court du média et le temps court du politique ne permet pas de comprendre en profondeur le phénomène qui est en train de se passer, c'est-à-dire un phénomène qui remet en cause la modernité, et je vois cette modernité qui nous vient des Lumières. Donc, pour prendre un point précis, puisque c'est le thème d'ailleurs de notre entretien autour du contrat social, il faut se rappeler quelles sont les bases du contrat social. On rabat toujours le contrat social sur le contrat de gouvernement, sur la politique. Mais ça n'est pas ça, le contrat social. Le contrat social, c'est d'abord des individus qui se reconnaissent comme libres et égaux, ce qui donnera la déclaration des droits de l'homme. Et c'est le premier étage. C'est des individus qui font association. C'est-à-dire, ils font association. Et c'est ce que dit Rousseau, c'est ce que dit tout le monde à ce moment-là. Donc, le contrat de gouvernement suppose l'association de base. Et cette association,
elle a été pensée par les révolutionnaires en se disant comment on va trouver un moyen de faire association, parce que c'est bien beau, c'est un concept, c'était le contrat social de Rousseau, mais c'est un concept. Comment on va concrétiser ça? Eh bien, ils inventent quelque chose pour faire citoyenneté. Ils inventent un truc qui est négatif, qui n'appartient qu'aux pauvres, aux délaissés, aux marginaux. Ils inventent le travail. Le travail n'est pas une notion économique du tout avant le XVIIIe siècle. C'est une notion qui est marginale et qui renvoie au contraire à ceux qui ne sont pas des gens de bien. Voilà. Mais les révolutionnaires ont cette intuition qu'il faut absolument que chacun participe dans la liberté et l'égalité. Là, ils se sont trompés, bien entendu. Ils ont pensé que le contrat de travail, à partir du moment où on libérait les gens des corps du Moyen-Âge, on allait pouvoir enfin faire un contrat et que le salarié pourrait contracter aussi librement que l'employeur pourrait contracter. Bon, ils se sont trompés. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire l'idée que chacun, même l'abbé Sieyès dit les nobles, il va falloir les mettre au boulot. Parce que c'est comme ça qu'on va construire de la citoyenneté. Dans le même moment, se crée, à la suite de Condorcet, la question de l'école républicaine. Bon, il faut bien, pour préparer le travail, et pour préparer cette égalité de principe, il faut bien qu'à un moment, il y ait un partage. L'école. Et puis, on y rajoute quelque chose. On y rajoute un dessin, une espèce de grand dessin universel, l'universalité. Bon, je pourrais prendre encore d'autres exemples. Mais vous voyez bien qu'à travers ces trois exemples, où aujourd'hui, plus personne ne vous dirait qu'aujourd'hui, le travail réalise l'égalité et la liberté. Il est en pleine désintégration, c'est un autre sujet, on ne va peut-être pas en parler comme ça, mais on voit bien que le caractère intégrateur, moi je parle de désintégration du travail dans le sens fort du travail, mais en tout cas on voit bien que la promesse du travail ne fonctionne plus. L'école aujourd'hui, et moi qui suis enseignant, quand j'entends qu'aujourd'hui l'école est considérée comme le grand creuset de toutes les inégalités, ce qui est d'ailleurs vrai, et ce que maintenant tout le monde partage, mais vous vous rendez compte du tsunami que ça déclenche par rapport à ce qu'était l'idée de l'école républicaine, tout au moins en passant de Durkheim à Ferry, etc. Quant à l'universalisme, vous voyez ce qu'on est en train d'en faire, à travers des phénomènes qui renvoient à Trump ou aux différents nationalismes ou aux différents identitarismes. Donc, on est complètement en panne de citoyenneté. Moi, je pose là cette question. On pourrait rajouter le service militaire, sauf que le service militaire était uniquement masculin. Donc, mais on pourrait... Voilà. Quels sont aujourd'hui les lieux de citoyenneté? Où existent-ils? Où est-il possible que des gens en haut de la société, entre guillemets, en bas de la société, entre guillemets, puissent quelque part vivre ensemble? Où vivent-ils ensemble? Nous sommes effectivement... Alors que les gens se pensent beaucoup plus dans l'égalité, on est beaucoup plus, au fond, dans des structures qui font de la ségrégation. Ça ne peut pas marcher. Donc pour moi, l'urgence... je continue Malheureusement, alors, le temps nous est compté. Ouais. Je suis en train de bouger sur mon tableau. Ah d'accord. Alors écoutez, non, mais je vais faire court. Puisque je suis parti de l'associativité, je crois fondamentalement que s'il y a une institution, par contre, qui marche en France, ce sont les associations. Parce que, rendez-vous compte, dans les années 60, où on considérait que les gens étaient engagés, c'était formidable, ils étaient militants, ils allaient, etc., il y avait 600 000 associations, aujourd'hui, il y en a 1,6 million. Il se crée 20 000 associations, il s'en crée 70 000. Donc l'associativité a énormément progressé. Donc il y a là un terreau qu'il faut développer dès l'école. Je ne comprends pas, par exemple, qu'il ne soit pas proposé, voire imposé, une manière de rendre un service civique le plus tôt possible dès l'école. On apprend énormément de choses à partir des compétences que l'on peut développer dans les associations. Un mot quand même pour dire... Un petit mot. Alors, juste un petit mot, puis je laisserai la conclusion à Cynthia s'il y a une conclusion. Enfin, je ne sais pas si vous voulez faire un mot de conclusion, mais l'après-midi. J'aimerais vraiment pas être à votre place, Arnaud. Non, mais je voudrais pas que vous preniez ça pour un propos, même si c'est de l'utopie, enfin, que vous preniez ça pour un propos utopique. Parce que c'est quelque chose qui a existé dans notre société, en France, en 1848. 1848 se réclame de l'associationnisme, c'est-à-dire qu'ils comprennent
que si on veut avoir une société qui mette en œuvre les grandes valeurs républicaines, il faut passer, comme disait Proudhon, par l'association à tous les étages. Et donc ça a existé. Malheureusement, ça a été recouvert par une pensée du socialisme, version allemande et version marxiste, qui a renvoyé, au fond, ces gens à l'idée que c'était utopique. Probablement qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était un peu utopique. Mais aujourd'hui, l'association peut être vécue de manière beaucoup plus large. Super. Cynthia, en guise de conclusion, est-ce que vous pouvez me dire que vous êtes 100% d'accord et qu'on se quitte, quand même bons amis? Parce que là, j'ai dépassé le temps, je vais me faire engueuler. Ouais. Non, mais tout va bien, on se quitte bons amis. C'est d'ailleurs la vérité aussi de la filia de l'association. Juste un mot sur les associations, parce que je suis assez... oui, c'est un format particulier, l'association de citoyenneté. Et ça, il faut quand même le souligner. Je veux dire, ce n'est pas la citoyenneté qui est formée par la loi, qui est très, très normative. L'association forme une citoyenneté beaucoup plus élective, beaucoup plus permettant aussi de faire coexister une part de la singularité de l'individu et de la res publica. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut entendre, parce que c'est donc beaucoup moins contraignant d'une certaine manière, puisque ça permet peut-être de faire une conjonction entre ce que nous sommes devenus malgré tout, des individus, et puis en même temps ce que nous devons rester, c'est des citoyens qui savent toujours vivre ensemble correctement. C'est passionnant. Pardon, je t'ai volé. Merci à tous les deux. Vous portez tous les deux, je pense, un projet de plateforme présidentielle. Hein, donc, je dis Cynthia Roger 2022, allons-y. Et voilà, donc merci infiniment. C'est passionnant pour y passer des heures. On pourrait y passer des merci heures. Merci pour ces quelques minutes et merci pour eux. Et peut-être qu'on repassera des heures, du coup, sur ce thème-là, justement. Voilà une idée qui peut être intéressante. Merci beaucoup, Arnaud. C'est pas facile, hein, comme exercice. Merci, Cynthia. Merci, Roger Su.